L'observabilité est une des composantes essentielles de nos infrastructures, car elle nous permet de comprendre ce qui s'y passe. Elle s'appuie sur trois piliers, la gestion des logs, des métriques et des traces applicatives, auxquelles on peut ajouter un quatrième pilier, la visualisation par des dashboards. Mais l'observabilité est un sujet complexe, d'autant plus que nos systèmes se sont eux aussi complexifiés avec les containers, Kubernetes ou le serverless. C'est pourquoi c'est un secteur d'innovation, où les technologies telles que le machine learning ou eBPF ont tout à fait leur place. Pour nous en parler, je reçois Grégory Houillon, qui est le CTO MEA de New Relic. Ensemble, nous évoquons le but de l'observabilité, de quoi elle se compose et à qui elle s'adresse. Mais nous discutons également de New Relic, de son modèle SaaS et des acquisitions qui ont permis de repousser encore plus loin les barrières de l'observabilité. Bonjour Greg, bienvenue. Bonjour Stéphane, enchanté. Alors tu travailles pour New Relic, donc ma première question c'est qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez New Relic? Ah. Alors en fait, je suis un ancien client de New Relic. Juste avant de rejoindre New Relic, j'étais le CTO d'une société. Et le premier jour que j'ai passé dans cette société, je l'ai passé en fait devant notre plus gros client. Et j'ai passé 2 heures à me faire crier dessus parce qu'on avait atteint les limites de notre architecture en termes d'évolutivité, en termes de fiabilité et en termes de passage à l'échelle. Donc en fait, ça a dicté mon agenda pour les mois qui ont suivi. Et j'avais hérité, quand je rejoins cette société, d'une architecture traditionnelle, monolithe, développement waterfall, tout ça sur des serveurs on-prem, et puis avec des tas d'outils de monitoring différents et des équipes qui avaient beaucoup de mal à collaborer parce qu'en fait, il y avait tellement de soucis, tellement de problèmes que l'ambiance dans les équipes était désastreuse. Et au bout de quelques semaines de ce constat, où finalement chaque équipe utilisait ses différents outils pour me dire que tout allait bien de son côté, mais où finalement on continuait d'avoir des incidents majeurs à peu près toutes les semaines, j'ai un de mes sysadmins qui a eu l'idée de dire, bah tiens, moi j'ai utilisé un outil dans le passé qui s'appelait New Relic, alors pourquoi on ne l'essaierait pas? Alors comme j'en avais déjà une quinzaine d'outils de monitoring, je me suis dit qu'on pouvait en avoir un 16e. Et puis, bah, c'est un outil qui nous a sauvé la vie, puisque en fait, il nous a permis, en l'espace de quelques semaines, de trouver des bugs qui étaient là depuis des années, d'identifier des tas de problèmes techniques tout au long du stack et petit à petit nous aider à sortir du trou et puis, en l'espace de quelques mois, diminuer notre taux d'incident de plus de 90% et le mean time to repair, donc le temps qu'il faut pour résoudre les pannes de 80%. Alors cet outil m'a intrigué et puis j'ai voulu en savoir plus. Je suis allé les voir à San Francisco pour comprendre leur roadmap. Et puis je suis arrivé à San Francisco, j'ai découvert des gens super cool. Moi, j'avais jamais travaillé pour une entreprise de type start-up américaine. J'avais la vue sur le Bay Bridge, il y avait un barista qui faisait des super expressos et des cappuccinos au café. Et je me suis dit, waouh, ça doit être quelque chose de travailler pour une boîte comme New Relic. Et puis en plus, qui faisait des produits qui délivraient de la vraie valeur. Et puis quand je suis rentré, après 30 années de carrière dans l'aviation, bah, il y avait un job qui était publié sur LinkedIn, qui était New Relic, qui cherchait son field CTO pour Europe, Middle East and Africa. Il y avait déjà 600 postulants, mais j'ai décidé que j'allais me lancer, et me voilà. Une belle Et ça, histoire. c'était il y a 2 ans. Alors, New Relic est peut-être... alors, tu as dit que c'était un sysadmin qui l'avait amené. Moi, j'ai l'impression que c'est un produit qui était très connu des développeurs. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est New Relic ou plutôt l'histoire de New Relic jusqu'à maintenant? Ouais. Alors, New Relic, donc, c'est ce qu'on appelle maintenant communément une plateforme d'observabilité en mode SaaS. Donc, New Relic a été créé comme une plateforme de monitoring et d'activité et d'observabilité dans le cloud en 2008. Elle a été créée par Lou Cerny, qui était l'inventeur de la technologie Wiley. Et une fois qu'il a eu revendu la technologie Wiley, qui était une technologie d'APM à CA, il a décidé de créer New Relic
et de le créer en mode SaaS parce qu'il avait vu dans trop d'entreprises du software qui restait du shelfware, comme on dit, hein, du software d'APM qui n'était jamais déployé. Donc il a décidé de l'offrir en mode SaaS, d'abord de l'APM, Application Performance Monitoring, et puis après il a développé mobile, hein, donc la capacité à recueillir la performance des mobiles, et puis en 2014, il a introduit aussi toute la partie browser, donc toute la partie Real User Monitoring, les synthétiques, donc la capacité à avoir des robots qui simulent des utilisateurs. Et puis, il avait créé une technologie assez unique qui s'appelait NRDB, New Relic Database, donc toute la base de données qui est sous-jacente à New Relic qui a été inventée par notre CEO. Et puis, au-dessus de tout ce langage de querying, il a créé aussi des visualisations et il a acquis une société qui s'appelle Docsboard, qui nous a permis d'accélérer toute cette partie dashboard et visualisation. Donc ça, c'était en 2014 et on est rentré au New York Stock Exchange en 2014. Après, en 2015, on a décidé de s'attaquer à la partie infrastructure. Donc, on a acheté une société qui s'appelait Opsmatic et qui nous a donné la brique infrastructure qu'on a pu compléter en 2018 avec une autre société qui s'appelle CoScale, qui nous a apporté toute la visualisation et le monitoring Kubernetes, qui devenait de plus en plus important, où il était évident qu'il fallait aller vers les microservices. Et puis après, on a racheté en 2019 une société qui s'appelle Signify, qui est une société d'intelligence artificielle et de machine learning. Et je pense qu'on y reviendra, mais le machine learning est devenu une composante essentielle de l'observabilité. Donc, on a comme ça créé, complété la plateforme New Relic avec de l'AI. Et puis, notre dernière acquisition dont je peux parler, c'était en décembre 2020. On a racheté Pixie Labs, qui est une société qui permet de l'observabilité des clusters Kubernetes sans agent en utilisant la technologie eBPF. Voilà, donc c'est comme ça qu'on passe de leader de l'APM à leader de l'observabilité. C'est petit à petit en composant le paysage de tout ce qui est nécessaire pour faire de l'observabilité. Alors, tu as parlé d'APM, d'observabilité et plutôt de monitoring. Est-ce que tu peux nous définir un peu tous ces concepts? Oui, bien sûr. Donc, moi, je viens d'un monde historique réseau, infra, puis applicatif. Et donc, le monitoring, c'était traditionnellement l'installation de sondes qui allaient permettre de façon prescriptive de monitorer un certain nombre de paramètres du comportement d'un système, infra, CPU, RAM, disque, process, ou applicatif, taux d'erreur, temps de latence, débit, et puis de créer souvent des alertes qui allaient permettre de savoir qu'est-ce qu'il se passait et quand. Et puis l'observabilité, c'est l'extension de ça, c'est le passage à la collecte de télémétrie logicielle sur l'ensemble du stack. Donc qu'est-ce qu'on va collecter? On va collecter des métriques, des événements, des logs et des traces. Et ça, on va le faire sur l'ensemble du stack. Donc on va partir des hosts, que ce soit des hosts physiques, des VM, des containers, des clusters Kubernetes. On va ensuite collecter de la télémétrie sur tout le middleware, ce qui est extrêmement important, que ce middleware soit open source ou que ça soit du PaaS dans le cloud. Et puis on va collecter de la télémétrie applicative en utilisant typiquement des agents ou parfois de façon agentless. Et puis après, on va collecter de l'info sur l'expérience utilisateur dans le browser, dans le mobile. Et puis, on va y rajouter des données business. Et ce qui fait que on va obtenir une vue qu'on va appeler full stack de l'ensemble du système. Et donc, chez New Relic, full stack, comme je te l'ai dit, hein, ça regroupe l'APM, l'infra, le middleware, le serverless aussi dans le cloud. Bien sûr, le mobile et le browser et les synthétiques, donc les petits robots qui peuvent simuler des utilisateurs pour faire parcourir des parcours clients. Le réseau et aussi Pixie pour tout ce qui touche à l'eBPF et on y reviendra. Ce qui est très important avec l'observabilité, c'est qu'elle est agnostique à tout type d'infra. Donc, évidemment, elle va tourner on-prem, mais elle va aussi tourner sur tous les grands clouds.
ce qui va permettre à une société d'envisager sa migration ou son adoption du cloud, puisqu'elle aura une architecture d'observabilité qui lui permet de passer de l'un à l'autre. Voilà, donc télémétrie, instrumentation, full stack, qui va permettre ensuite de troubleshooter, analyser et résoudre les problèmes et optimiser la performance d'un stack logiciel. Quand tu évoques toutes ces métriques, ça fait un peu peur, c'est intimidant, il y en a beaucoup. Quand j'entends parler de l'observabilité aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu dans la hype. Ce que je vois, c'est que, outre qu'on a rajouté des piliers, donc on a pris le monitoring, on a pris l'APM, on a pris les logs, il me semble que c'est pas tout ce qui définit un peu l'observabilité, c'est qu'il y a aussi eu un changement culturel entre le monitoring, où on avait la capacité de, je sais pas, avoir des métriques sur un disque, par exemple, et d'avoir une alerte parce que le disque était plein, ou quasiment plein, et aujourd'hui l'observabilité qui fonctionne pas sur le même paradigme. Ouais. De ton point de vue alors, quelle est la différence de paradigme entre le monitoring et ce qu'on appelle aujourd'hui l'observabilité? Alors, nous, on a coutume d'évoquer un peu deux approches complètement différentes. Donc, le monitoring, c'était prescriptif. On décidait ce qu'on voulait monitorer. Donc, on savait déjà, on connaissait la question à laquelle on souhaitait répondre. Ça, c'était la chose la plus importante. Et puis, ça nous disait essentiellement quoi, quand. Attention, ton disque va bientôt péter. Il est à 70% de remplissage et il se remplit vite. Donc, c'était des informations très localisées et relativement statiques. L'observabilité, c'est un passage à une logique d'être capable de comprendre le système de façon holistique. Si j'ai toute la télémétrie de tout mon système, je suis capable de bâtir une vue de bout en bout de son comportement. Je comprends les relations entre les différents composants de l'architecture en temps réel, horizontalement et verticalement. Donc horizontalement, quels sont les microservices qui appellent quels autres microservices ou transactions. Ça, c'est dépendance horizontale. Dépendance verticale, quelle transaction tourne sur quel container, qui tourne sur quel host, appelant quel middleware. Donc cette vue. Donc je passe à un autre niveau de compréhension, c'est comment se comporte mon système de façon holistique et dynamique. Et si sa performance commence à se dégrader, pourquoi? Puisque je suis capable d'attribuer très facilement à quel endroit du stack cette dégradation se produit et quelles sont ses conséquences. Donc je vais accélérer ce qu'on appelle le mean time to detect, être capable de détecter proactivement où est-ce que ça se passe. Je vais donc être capable d'intervenir avant que ça devienne un incident client, la plupart du temps. Et puis, je vais être capable d'avoir tous les outils de compréhension et d'analyse qui vont me permettre de résoudre le problème beaucoup plus vite. Comme je te l'évoquais dans mon exemple, ça m'a permis dans ma société précédente de diminuer mon nombre d'incidents de 90%, mais aussi de résoudre 80% plus vite les incidents. Mais c'est cette approche globale. Et puis après, l'observabilité permet de répondre à des questions qu'on ne sait pas poser. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dispose d'une espèce d'empreinte numérique temps réel de mon architecture, globalement, ça veut dire que je peux interroger toute cette télémétrie. Donc, je peux me poser des questions a posteriori qui seraient par exemple, mais tiens, est-ce que j'ai le même temps de réponse ou le même taux d'erreur sur un cluster load balancé? Est-ce que tous mes hosts ont le même taux d'erreur? Ah ben, très facilement, je peux poser cette question puisque j'ai toute la télémétrie disponible. Et puis, je peux découvrir qu'un de mes hosts a un taux d'erreur très supérieur aux autres. Et à ce moment-là, je peux me poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est un problème de version logicielle? Est-ce que c'est un problème de réseau, etc. Donc, il y a aussi cette côté, pouvoir répondre à toute question que, par exemple, un SRE ou un développeur va se poser. Et selon toi alors, pourquoi est-ce que l'observabilité aujourd'hui connaît une telle hype? Alors, parce que c'est pas du hype, parce qu'en fait, moi, je travaille aujourd'hui avec un spectre de clients qui ont complètement adopté l'observabilité, ils ont développé le muscle de l'athlète DevOps observabilité. Et puis, il y a ceux qui commencent à découvrir. Et ce que je dirais, c'est que de façon systématique, ceux qui ont la maîtrise de l'observabilité, j'instrumente mon code, je le mesure, je le comprends, et donc je peux, de façon préventive,
régler sa performance et ses dégradations de perf surperforment leur marché. Et donc il y a quand 4 grandes échelles de valeur, moi je considère dans l'observabilité. La première, c'est évidemment la fondation, c'est ça va m'aider à rendre mon architecture plus disponible, parce que moins d'incidents, moins d'outages, plus fiable parce que moins d'erreurs, et avec une meilleure performance, puisque j'ai la maîtrise de la performance de bout en bout, pas seulement de l'infra, pas seulement du middleware, mais de l'applicatif, de tous ces microservices s'il y en a, et de comment ça se traduit en expérience utilisateur. Donc je maîtrise ma performance. Le deuxième, c'est sur les coûts et sur la productivité. Ça paraît trivial, mais si j'ai d'abord moins d'erreurs, si j'ai moins d'incidents, ben je passe moins de temps à troubleshooter. Et tout le temps que je passe pas à troubleshooter, je peux le passer à soit rendre mon architecture plus résiliente et plus performante, je peux faire de l'amélioration continue, ou alors je peux développer du code et je peux innover. Donc finalement, tout le temps que je ne passe pas à résoudre des problèmes, c'est la valeur ajoutée. Et puis après, il y a le fait qu'un outil d'observabilité, c'est souvent l'occasion pour une société de se dire, OK, est-ce que j'ai besoin d'avoir un HPOV, plus un Nagios, plus un Zabbix, plus un Datadog, plus... Et donc d'avoir finalement, faire l'inventaire de ces outils et se dire, mais finalement, ça me coûte cher. Et la plupart de ces outils, certains étaient open source, mais j'ai des ingénieurs qui doivent les comprendre, qui doivent en gérer le cycle de vie, qui doivent faire tourner des disques durs et des serveurs pour les faire tourner. Et finalement, j'ai peut-être mieux à faire. Donc, coût de productivité, mais aussi réduction des coûts de licence et d'infrastructure. Et puis après, il y a la partie business de l'observabilité. Si je comprends mon expérience client, ben, je comprends comment mes clients engagent avec mon architecture, quels sont les temps de réponse, quels sont tous ces fameux Core Web Vitals de Google, comment mon front et mon back influent sur l'expérience client. Ça, c'est très important, être capable de relier la performance back à la performance utilisateur. Est-ce que j'ai un site de paiement qui pose des problèmes? Et comment ça joue sur la conversion, sur la fidélisation des clients. Et bien sûr, l'innovation. Si je peux mesurer mon soft en temps réel, je peux mesurer chaque fois que je fais un nouveau déploiement, si j'ai dégradé la perf, si je l'ai amélioré, si j'ai amélioré l'expérience client, si j'ai amélioré la conversion business. Donc j'ai une espèce de boucle de feedback temps réel. Et ce qu'on constate, c'est que les équipes qui ont cette boucle de feedback temps réel déploient plus fréquemment et plus vite. Je vois. Alors, tu as dit que c'était pas une hype. Je vais quand même continuer à utiliser ce mot-là, désolé. Ce Vas-y, sera plus vas-y. simple. Dans ton explication, est-ce que tu ne vois pas une corrélation aussi avec le fait que les infrastructures se sont complexifiées avec le temps? Tu l'as dit, New Relic est arrivé avec un système d'APM en 2008 et en Ouais. 2006, il a commencé à avoir le cloud qui a commencé à être une chose qui a pris de l'ampleur, puis est arrivé Docker, puis est arrivé Kubernetes, et en fait, on a accumulé des niveaux d'infrastructure de plus en plus complexes les uns par-dessus les autres, à tel point que il est très difficile aujourd'hui, peut-être, de comprendre ce qui se passe dans ces systèmes. Est-ce que donc il y a une corrélation selon toi entre la hype entre guillemets de l'observabilité et la complexification des infrastructures? Alors, évidemment, je dirais qu'aujourd'hui, on observe en moyenne que la décomposition d'un monolithe qui tournait sur du 3 tiers, sur des serveurs qui étaient en scalabilité verticale, sont passés vers des architectures avec souvent des taux de fragmentation en microservices de l'ordre à 1 pour 100 ou 150. Donc là où tu avais un monolithe, tu peux passer à une centaine de microservices. Chacun de ces microservices va dépendre d'une architecture avec des composants PaaS dans le cloud. Donc, tu as une complexité qui peut se chiffrer effectivement assez vite en milliers, en fois 1000 sur le nombre de composants d'une architecture. Alors évidemment, ça va te donner l'évolutivité et la scalabilité de cette architecture, mais en termes de compréhension, comme tu l'as dit, ça devient quasiment impossible de préjuger quel composant va avoir des incidents, quel type de monitoring mettre en place. C'est ce qui t'amène
à mettre en place cette observabilité holistique, parce qu'en gros, tu sais pas où ça va péter, hein, en gros. Et puis il y a aussi le fait de la volatilité. Donc complexification, fragmentation de l'architecture, mais volatilité. Nous, il y a plus de 10% de containers que New Relic monitor qui vivent moins de quelques minutes. Moi, j'ai un éditeur logiciel de jeux, un grand éditeur de jeux, Riot Games. Quand ils ont lancé Anthem, ils l'ont lancé en lancement mondial, et ils ont lancé plus de 21 000 instances EC2 et 700 000 containers en une heure. Inutile de dire que chacun de ces containers ne s'appelait pas Bob ou Jenny, il n'y avait pas un post-it dessus, c'était des long ID, et puis c'était des architectures complètement abstraites, mais surtout le volume à traiter était complètement colossal. Donc ça t'amène fragmentation, volatilité, complexité, effectivement à changer ta panoplie d'outils. Quand tu l'évoques, ça semble une évidence, évidemment, qu'il faut de l'observabilité dans son système. Pour autant, est-ce que auprès de tes clients, tu as la même attente? Est-ce ils sont conscients, généralement, que l'observabilité, c'est vraiment un pilier essentiel de leur infrastructure? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il existe une prise de conscience réelle du fait que souvent l'adoption du cloud ou aller vers le cloud en tant que solution cloud native, adopter le DevOps, qui change aussi les rôles et responsabilités entre les équipes dev, les équipes ops, l'arrivée de ce fameux SRE un peu mystérieux, la décomposition, la modernisation du stack logiciel font qu'il y a une prise de conscience qui est très réelle aujourd'hui du fait que les différents outils et la fragmentation des outils est un problème. Mais je veux pas non plus te dire que tout le monde y va sans la moindre question. Il y a des résistances culturelles. Tu as des équipes qui sont attachées à leurs outils, elles ont valorisé ces outils, elles les ont fait marcher en quelque sorte, et elles y associent leurs process, leurs runbook, leurs procédures opérationnelles. Et donc quelque part, ben, toute transition d'outils, c'est aussi une transition culturelle, c'est de la gestion des hommes, c'est de la gestion de la transformation. Il y a aussi des changements qui sont liés à des grincements que peut créer la transition au DevOps. DevOps, des fois, ça peut être perçu comme le CTO qui arrive avec un outil d'observabilité sous le bras en disant au patron des ops, bah tiens, maintenant, c'est moi qui vais m'en occuper. Puis le patron des ops qui dit, bah écoute, tant que c'est moi qui suis garant de la santé de bout en bout de mon système, c'est moi qui décide des outils qu'on va utiliser. Donc, il n'est pas rare, hein, j'avoue, qu'on assiste quand même à aussi quelques batailles un peu rugueuses ou quelques frictions dans les équipes quand il s'agit d'avoir ces conversations, c'est clair. Et puis après, il y a des équipes, je dois dire, en Europe, qui ne connaissaient pas l'APM, ne connaissaient pas la valeur de l'application performance monitoring et du fait qu'en installant des agents, ces agents peuvent, sans devoir toucher au code, te donner la performance de ton applicatif. De très nombreuses sociétés ne connaissent pas l'APM encore. Et donc, elles ont recréé un peu un proxy de l'APM en utilisant les logs et l'infra. Et là encore, ça a été très coûteux. Simuler de l'APM avec des logs et de l'infra, c'est long, c'est dur, et c'est dur à maintenir. Donc, au moment de se séparer du bébé, hein, d'avoir fait mis des années à faire fonctionner son élastique à peu près, d'exploiter les logs à peu près correctement, de comprendre comment les logs interagissent avec l'infra, bah, y a encore ce passage un peu de dire oui, finalement, une solution d'observabilité va m'apporter beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins d'efforts, les mêmes résultats, mais c'est encore une gestion du changement. Si tu veux bien, on va parler aussi un peu du modèle SaaS. Oui, Alors New Relic est depuis, toujours en SaaS, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. absolument. Et donc vers 2008, j'imagine qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de personnes qui utilisaient des Nagios, des Zabbix et qui avaient l'habitude d'avoir des outils on-prem. Parce que pour un Ouais. Nagios et un Zabbix, j'imagine qu'il y avait pas beaucoup il y avait pas besoin d'une offre SaaS pour, faire tourner ce genre d'outils de monitoring. Et pour remplacer ces outils on-prem, avec, l'arrivée de Docker et Kubernetes,
On a vu aussi monter en puissance des Prometheus, puis on a vu d'autres outils se créer par Grafana, par exemple, Loki, pour la gestion de log. Et puis on a vu aussi tout ce qui était tracing, Absolument. avec des Jaeger ou autres. Je vais pas citer tous les noms. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Le landscape est suffisamment grand comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui à utiliser une offre SaaS versus utiliser des outils comme Prometheus et Jaeger on-prem? Oui. Alors, moi, le constat que je tire, c'est que de très nombreuses équipes, DevOps, ITOps, Dev, qui ont, eu l'étincelle observabilité, se sont posé la question d'abord de l'instrumentation, comme tu l'as souligné, hein, donc être capable d'extraire de la télémétrie de ton stack, que ce soit des logs, des métriques, des événements ou des traces. Puis, sont souvent partis vers des solutions open source pour dire: «Bah, je vais déployer ça sur un serveur, je vais faire mon petit Prometheus, je vais faire un Elastic, puis tiens, bah, je vais faire un Jaeger», et puis finalement, ils commencent à avoir un petit zoo d'open source et ça marche très, très bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, la société ait commencé à prendre son essor. Le digital est de plus en plus important. Il y a de plus en plus d'équipes qui sont de plus en plus en DevOps. Et il y a une espèce de passage à l'échelle qui, d'un seul coup, rend visible le fait que tout ça, eh ben, tout ce gratuit, finalement, coûte cher. On y consacre plus de ressources que ce qu'on pensait. On se rend compte que c'est plus dur à maintenir que ce qu'on pensait, que ça consomme plus de ressources que ce qu'on pensait, et que maintenir le cycle de vie fonctionnel pour nourrir les équipes qui attendent, elles, hein, elles veulent de la télémétrie et de l'observabilité, ça commence à coûter très cher. Donc en fait, le constat que je vois, moi, c'est souvent celui-là. C'est au moment du passage à l'échelle, il y a une vraie question de dire, des ingénieurs, c'est rare, c'est dur à garder, et je préférais que mes ingénieurs passent plus de temps à développer de la propriété intellectuelle, hein. Si je suis dans le domaine de l'innovation, dans la télémédecine, je préfère que j'ai des équipes qui développent de la télémédecine plutôt que des équipes qui développent des solutions de gestion de log ou de traces. Et c'est souvent ce moment-là qui arrive où la question du SaaS se pose, de dire finalement, si demain je passe sur une solution SaaS, passage à l'échelle, je te parlais des 700 000 containers de Riot Games plus tôt, il aurait fallu quelle taille d'infra on-premise pour gérer sur 24 heures le fait de lancer 700 000 containers. Bon, bah, avec un fournisseur SaaS, tu n'as pas cette question à se poser. La gestion du cycle de vie, le cycle de vie d'une solution d'observabilité, elle est gérée par le SaaS provider. Intégrer toutes les nouvelles techno cloud de la planète, ça devient une attribution du cloud du SaaS provider. L'accès global, il y a eu le Covid. Alors, bah, moi, j'avais certains de mes outils de monitoring dans mes équipes, dans ma société précédente, qui étaient planqués derrière 2 niveaux de VPN, sur des connexions faméliques. Franchement, j'aurais pas voulu devoir trop opérer en temps réel depuis en mode Covid toute mon infra. Bah, en mode SaaS, ça veut dire que globalement, tous tes opérateurs, où qu'ils soient, peuvent accéder à cette plateforme. Puis après, tu as les modèles de consommation financiers, évidemment. On parle d'OPEX, on parle de modèles de consommation à l'usage. Mais je reste convaincu que la clé, c'est cette décision que tu prends, que finalement tu veux utiliser tes ingénieurs à créer un autre, plus de valeur ajoutée que de reproduire ces modèles. Voilà. S'ajoute à ça, et détrompe-moi si je fais erreur, mais il y a aussi souvent, j'ai entendu dire ou lu qu'il n'y avait pas de criticité en termes de sécurité dans les logs. Je sais bien que c'est pas le cas puisque généralement les applications, elles crachent tout ce qu'elles peuvent. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que dans les outils de monitoring ou de logging, ce soit force on-prem, hein, j'entends, ce soit forcément une préoccupation. Peut-être est-ce que je me trompe, mais aujourd'hui où on fait un gros focus sur la sécurité, j'entends pas trop parler de la sécurité, de l'observabilité particulièrement. Qu'est-ce qu'une solution SaaS peut amener dans ce domaine? Alors, moi, je mets vraiment, je mets sur deux plans. Il y a l'aspect que contiennent ma télémétrie et en particulier les logs. Parce que quand on parle de télémétrie, par exemple, d'APM, les agents APM de New Relic, qui sont open source,
Oui, ça fait 13 ans qu'on a appris à comment les rendre, secure au sens qu'on va faire de l'obfuscation de données, on va te montrer la structure d'une transaction, mais pas les détails de cette transaction, on va filtrer les données. Donc, il y a un savoir-faire autour de la télémétrie de type métrique ou événement qui est là depuis très longtemps. Les logs, comme tu l'as mentionné, il y a un peu tout dans les logs, hein. Il y a à boire, à manger, puis il y a aussi des infos GDPR, PII, il y a des cartes de crédit, il y a plein, plein de choses. Donc il a fallu en fait, quand on s'est posé la question de créer des solutions SaaS de log, apporter un nouveau niveau de discipline sur ce que ça veut dire. Et en général, on va le mettre à quatre étages, je dirais qu'en quelque sorte. Il y a un premier étage qui va être de fournir au niveau des log forwarders, des exporteurs de logs sur site, on-premise, c'est-à-dire au moment où quelque part on décide de pousser ces logs vers la plateforme, la capacité à les filtrer, les parser, les groquer et faire du dropping à la source. On va se donner les moyens donc et on va introduire ça dans le cycle de vie du développeur. On va dire voilà, moi des logs, avant que tu en puisses envoyer des logs dans ma plateforme, voilà ce que tu dois passer comme test, qu'il n'y a pas de données confidentielles. Et puis après, il y a à donner les moyens à l'ingestion dans la plateforme SaaS de faire la même chose, de faire du parsing, puis du filtering, du grokking, du dropping. Donc on a introduit au moins 4 niveaux de filtrage de ces logs pour s'assurer qu'on va être capable d'être compliant avec du GDPR, du PI, du PCI, des choses gouvernementales, du TISAX pour la partie automobile européenne, etc. Donc je suis d'accord avec toi, il a fallu quelque part élever un peu le niveau de jeu et aussi sensibiliser les développeurs au fait que les logs, c'est pas le fourre-tout où on met ce qu'on veut, c'est une discipline autour de ce que ça veut dire et de travailler avec les équipes CISO pour s'assurer que les logs sont filtrés. Ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est le log et la télémétrie en tant que donnée qui te permet de gérer ta sécurité. Et ça, c'est un autre volet, je dirais. C'est tout autour du SIM et de la détection de vulnérabilité, la détection de posture, qui est un sujet différent qui relève plus de l'offre SaaS à ce moment, de l'offre d'observabilité. Tu as parlé un peu de GDPR. Comment est-ce que on peut peut-être profiter aussi du fait d'être en SaaS pour, peut-être mieux gérer le cycle de vie de sa donnée? S'assurer que quand on veut qu'une donnée soit supprimée au bout de 7 jours, elle soit effectivement bien supprimée et cetera. Ouais. Alors ça, c'est un peu cet éternel débat. C'est moi, j'ai géré des équipes d'engineering pendant 30 ans et il y a toujours ce constat qu'on a l'impression qu'on peut faire mieux que les autres. D'accord? Donc il y a cette envie de dire: «Moi, si je garde mes logs ou si je garde ma télémétrie chez moi, derrière mon firewall, j'en assurerai la sécurité et le cycle de vie mieux que quiconque». La réalité, c'est que si on va vers le cloud, c'est aussi parce que les Google, Microsoft, AWS, IBM de ce monde ont des dizaines de milliers d'ingénieurs sécurité. Ils sont des vecteurs d'attaque tellement énormes qu'ils se protègent comme aucune entreprise de taille normale ou très très peu dans le monde peuvent obtenir ces niveaux de sécurité. Et puis effectivement, quand on est dans une offre SaaS comme New Relic, d'observabilité, ben, quelque part, on a construit la notion de data retention, on a construit le cycle de destruction des données, d'archivage à long terme, on connaît les destinations de ces données, parce que c'est notre métier. Puisqu'on se lève le matin, on a plusieurs centaines de développeurs dont le métier, c'est de gérer ça. Et donc c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que des fois, je pense qu'il y a un peu un défaut de perception, il y a un biais cognitif qui fait que les équipes se disent je peux faire mieux, mais où la réalité, hélas, c'est que ça n'est pas le cas. Je te rejoins là-dessus. Tu as parlé également d'intelligence artificielle au niveau des logs ou des métriques ou et cetera. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui demanderait, de l'outillage et des compétences en local. Alors, en quoi ça consiste et en quoi c'est utile aujourd'hui d'avoir ces technologies-là au niveau de l'observabilité? AI, ML. Rien de magique, hein. Maintenant on les connaît, ces algorithmes, on sait qu'ils se nourrissent de données. Alors au début, quand on parlait d'AIOps, on parlait beaucoup de corrélation d'incidents.
On disait, bah tiens, si j'ai des incidents dans ServiceNow, puis j'ai des incidents dans PagerDuty, puis j'ai des incidents dans New Relic, si ça se trouve, c'est tous les mêmes. Donc en fait, on s'est mis à faire de l'AIOps en corrélant des incidents. C'est très utile, ça permet de réduire la fatigue et le bruit d'incidents, parfois jusqu'à plus de 80%. Mais je dirais que pour moi, je vais faire une image peut-être malheureuse, mais c'est un peu comme de dire, je vais former un modèle de machine learning pour reconnaître des cancers de la peau en regardant les ordonnances des médecins. En fait, le mieux pour reconnaître des cancers de la peau en machine learning, bah, c'est de prendre toutes les photos de la Terre, de photos de grains de beauté, et d'apprendre à la machine de gérer cette énorme quantité de données pour apprendre par elle-même. Et donc, l'apparition du machine learning dans l'observabilité, c'est exactement ça. On s'est dit, mais finalement, si on dispose de toute la télémétrie d'une architecture logicielle, on va nourrir des modèles de machine learning et ils vont apprendre le comportement d'un système de façon holistique. Et dès lors qu'ils vont comprendre le comportement de ce système, ils vont pouvoir en détecter les anomalies, les déviations de comportement par rapport au comportement normal. Et c'est là qu'aussi qu'intervient la chance d'être un SaaS provider. C'est quand on est un SaaS provider et puis qu'on a 16 000 clients, on dispose de pétaoctets de télémétrie. Donc, quelque part, on va être capable de préformer des modèles de façon générique qui vont déjà atteindre des niveaux de performance extrêmement élevés pour détecter le fait qu'un cluster de load balancer n'est pas équilibré, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir son propre... Enfin, ça, c'est quelque chose qui arrive sur tout type de cluster pour détecter qu'un taux d'erreur est en train d'exploser. On n'a pas besoin de le faire sur une entreprise particulière. Donc en fait, de disposer de pétaoctets de télémétrie et d'historique permet de former des modèles extrêmement efficaces, puis ensuite de les compléter avec des règles de corrélation spécifiques à l'entreprise par des modèles de reinforcement learning, des choses comme ça. Mais donc, l'observabilité, c'est un peu le cas typique d'école d'utiliser une masse de données de télémétrie en temps réel pour que le machine learning écoute toute cette télémétrie en temps réel, en parallèle des équipes, et soit capable de surfacer des anomalies que les équipes auraient parfois été totalement incapables de détecter parce qu'au milieu de dizaines de milliers de containers, de dizaines de clusters, de centaines de microservices, et pas nécessairement chacun de ces microservices équipés avec les bonnes alertes qui auraient été créées manuellement par les équipes. Donc le machine learning, pour moi, dans l'observabilité, c'est ça. Être capable de écouter, comprendre, analyser toute la télémétrie d'un système en temps réel, en dynamique, et de surfacer des comportements qui vont permettre aux équipes de réagir. Je vois. Alors, je vais te challenger sur ce point, T'en prie. puisque généralement, on va définir des baselines qui vont nous permettre d'être alertés justement quand quelque chose qu'on va considérer comme anormal se produit. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'apport de l'intelligence artificielle, est-ce que ça remet en question le fait qu'on doive mettre ses propres baselines et donc, d'une certaine manière aussi comprendre notre système? Et est-ce qu'on n'a pas aussi le risque avec l'intelligence artificielle de générer régulièrement des faux positifs? Du bruit. Oui. Moi, je fais partie de ceux dont l'école est de dire le machine learning est là pour augmenter les humains, pas pour les remplacer. Et en particulier, en tant qu'équipe SRE, Dev, Ops, IT Ops, Infra, Plateforme, j'ai dans ma tête une certaine représentation de mes systèmes et j'ai dans ma tête une certaine représentation de mes procédures standards opérationnelles. S'il se passe ça, comment je réagis? Qui va être mon ingénieur niveau 2 à qui je vais demander d'exécuter tel runbook ou tel runbook. Et ça, je suis pas sûr que je veux le remplacer tout de suite. Et donc, je veux pouvoir dire, il y a un certain nombre de situations sur lesquelles je vais être prescriptif. C'est moi qui décide, c'est moi l'humain, c'est moi le chef, et moi je décide que s'il se passe telle alerte basée sur telle policy, sur telle métrique qui est dépassée, selon tel critère de dépassement, je vais exécuter un certain type d'alerte ou de runbook. C'est ce que j'appelle, pour moi, les Standard Operating Procedures. Après, le machine learning, lui, va
apporter toutes ces anomalies, et je vais pouvoir décider, si je les rejette parce que je considère qu'elles sont non pertinentes ou au contraire qu'elles pourraient être quelque chose qui se reproduise dans le futur et je vais pouvoir créer une alerte basée sur cette anomalie, très facilement. Ah ça je veux m'en rappeler parce que ça va m'arriver encore. Et puis le machine learning a aidé énormément dans ce qu'on appelle le baselining dynamique. C'est-à-dire qu'au début, les alertes, c'était si mon CPU dépasse 70%, alerte-moi. Et puis finalement, on sait que toi, tu as un site de e-commerce, il y a beaucoup plus d'activité le week-end. Et donc, il arrive très fréquemment que le week-end, ben, ton site dépasse les 70%, mais c'est normal. Donc, le machine learning va nous aider à déterminer ce qu'on appelle des baselines dynamiques, va calculer la saisonnalité intrinsèque du signal qu'il monitore, et donc il va aligner les alertes là-dessus. Et on va de plus en plus faire des alertes en baselining dynamique. Si le temps de réponse de mon application augmente de plus de 15% en moins de 15 minutes par rapport à la baseline, alors je vais être alerté. Et que cette baseline soit plus importante le week-end ne va pas déclencher un faux positif. Ok. Explique-moi comment on met ça en place. Alors, est-ce que c'est juste un bouton on-off et puis on active les fonctionnalités de machine learning sur nos données, tout ce qu'on a comme données, sur tous nos jeux de données? Ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça, où on peut plus granulairement sur certains systèmes choisir justement d'activer les fonctionnalités d'intelligence artificielle? Alors nous, on vient de faire une très grande transition côté New Relic. On a décidé que maintenant, on avait atteint la maturité déjà pour, par défaut, activer tout ce qui est détection d'anomalies de façon automatisée, par défaut sur toute la plateforme. On a l'échelle, on a les modèles de calcul, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Ensuite, on a la capacité, il y a quelque temps introduit un nouveau modèle de raisonnement. Jusqu'à présent, l'observabilité était souvent une approche, ce que je vais appeler bottom-up. Je suis un ingénieur développeur, donc j'ai tendance à démarrer l'analyse d'une erreur ou d'un problème par le code, donc je vais aller dans l'APM. Je vais démarrer par l'APM. Et puis de l'APM, je vais analyser une transaction, puis je vais découvrir que peut-être c'est du middleware, alors je vais aller dans infra. Donc mon processus est plutôt bottom-up. Comme on l'a dit, les architectures sont de plus en plus complexes, de plus en plus riches, et donc cette approche bottom-up pose la question, mais je commence par où? C'est quoi le point d'entrée dans mon architecture? Et donc on a inversé le modèle. Depuis avril de cette année, on a introduit deux notions qui sont Navigator et Lookout, qui vont renverser la donne et dire je vais permettre à une équipe de visualiser l'ensemble des composants de son architecture en une seule vue, une vue très dense en petites cellules de ruches d'abeilles. Une des vues va montrer toutes les alertes en cours, critiques ou warning, et de regrouper toutes ces cellules par type de composants d'architecture. ELB, S3 bucket, transaction, synthétique, browser. Et donc très rapidement en une seule vue, de voir là où c'est rouge, là où c'est orange, là où c'est vert, à quel endroit de mon architecture, quelle que soit la taille de cette architecture. Donc au lieu de démarrer par un point d'entrée, je démarre par une vue globale de tout mon système. Et je vois, est-ce que j'ai un incident qui se développe? A priori, à quel endroit du stack? Et puis aussi, quel est ce qu'on appelle le blast radius? Est-ce que c'est un incident qui impacte une très grande partie de mon architecture? Et je pars de là pour faire mon analyse et mon troubleshooting. Et puis on a rajouté, grâce au machine learning, ce qu'on appelle lookout. Et lookout, c'est la capacité, sans aucun réglage, sans aucune config, à monitorer tous les paramètres d'une architecture et de les visualiser avec une visualisation par bulle, dont la taille de la bulle va donner l'intensité sur une métrique particulière, et la couleur de la bulle va donner son taux de changement des 5 dernières minutes par rapport à l'heure précédente. Admettons que j'ai une architecture de 1000 microservices. Je verrai 1000 bulles qui me donnent le débit, 1000 bulles qui me donnent le temps de réponse et 1000 bulles qui me donneront le taux d'erreur. Et je verrai dynamiquement ce système évoluer et je verrai l'ensemble de mon archi. Et grâce à ça, je peux détecter des choses, des comportements avant même qu'un incident se développe et je peux commencer à analyser et à troubleshooter.
Et ça, c'est parce que le machine learning est en train maintenant de devenir pervasif dans la plateforme et vraiment écoute l'ensemble des métriques en temps réel, incluant des métriques business. Nous avons des clients qui aujourd'hui vont monitorer leur système non pas sur une base CPU, RAM, disque ou golden signals, latency, throughput, error, mais sur taux des ventes, valeur du panier moyen, revenus en dollars et nombre de parcours clients qui ne se sont pas terminés correctement et qui vont analyser le comportement de leur système directement depuis le business. Alors tous ces dashboards, ça a l'air d'être très chouette. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui on a des ops qui se focalisent sur ces dashboards, ou alors est-ce que ça fonctionne toujours par alerting et c'est quand un seuil est dépassé que la personne va aller voir sur ces dashboards-là ce qui se passe? Alors ça, c'est très intéressant parce que ce que j'ai découvert, c'est que autant d'entreprises, autant de cultures. Et donc, je rencontre des cultures totalement basées sur l'alerte, où vraiment le principe c'est je n'ouvrirai les plateformes d'observabilité que si je reçois une alerte. Et donc, tout est fondé sur l'alerte. Et puis, j'ai au contraire des sociétés qui sont entièrement axées sur le visuel, c'est-à-dire qu'elles travaillent assez souvent en NOC, Structure Operational Control Center. Ils ont des immenses télés partagées par tous les opérateurs dans le NOC et ils vont être capables de détecter visuellement par des changements de couleur, par des alertings visuels, le fait qu'ils sont censés commencer à troubleshooter et aller plus loin dans l'analyse de leur dashboard, etc. Et puis après, tu as les équipes qui sont entre les deux, qui utilisent à la fois un mix de dashboard pour les SRE, les devs sont plutôt en mode alerte, enfin après tu trouves tous les hybrides. Mais il n'y a pas une seule culture de comment approcher l'observabilité temps réel de ta plateforme. Très intéressant. Pas de règle d'or alors. Ce qui a fait l'actualité de New Relic ces derniers temps, c'est évidemment l'acquisition de Pixie Labs. Ouais. Le rachat de Pixie Labs, c'était donc une société qui a capitalisé sur BPF. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous parler rapidement de cette technologie et de ce qu'elle peut apporter en termes d'observabilité? Oui, absolument. Donc eBPF, c'est une techno qui se développe, hein, qui est vraiment la capacité à créer des interceptions, des appels au noyau Linux. Ça arrive sur Windows aussi maintenant. Et donc, ils vont permettre d'insérer en fait des actions dynamiquement qui seront prises sur des appels au kernel, au noyau. Donc, grâce à ça, on a pu inventer une nouvelle observabilité qui est qu'en mettant une sonde eBPF près du noyau, on peut intercepter tous les calls HTTP, tous les appels réseau, on peut aller chercher des logs, on peut aller chercher des infos sur l'infra, sur les appels bases de données. Mais on peut le faire de façon dynamique, c'est-à-dire qu'on peut créer un hook eBPF qui va être inséré dynamiquement et retiré dynamiquement. Donc c'est scriptable, c'est dynamique et surtout ça ne nécessite aucun déploiement d'agents puisque c'est uniquement par l'insertion de cette sonde, de ce hook eBPF qu'on va le faire. Donc pas besoin de déployer des agents APM ou infra. Et donc Pixie est un des pionniers dans le domaine de l'observabilité eBPF d'un cluster Kubernetes entier. Le principe paraît trivial. En une ligne de commande, on va déployer Pixie. Et Pixie va être capable d'instrumenter l'ensemble d'un cluster, c'est-à-dire toute l'infra du cluster, le cluster Kubernetes lui-même, et tous les applicatifs déployés dans les containers de ce cluster, pour en déterminer les traces distribuées et mesurer tous les appels HTTP. Donc il faut qu'il y ait un appel réseau, donc transaction HTTP, tous les accès bases de données, tous les accès réseau et la collecte des logs. Donc une ligne de commande, on instrumente un cluster entier sans déploiement d'agents. Il n'y a pas de sampling, on va être capable de faire de la collecte de traces ou de métriques et d'événements sans aucun sampling, et toute la télémétrie est stockée en local. Donc c'est un peu, je dirais, on va dire le nirvana du geek qui va dire, ben, je peux créer des scripts de debugging
Je peux collecter des logs, je peux collecter des traces, des métriques sur un cluster en une ligne de commande, et ce de façon dynamique, et avoir toute l'info dispo dans le cluster. Pour nous, c'est aussi un complément idéal à New Relic One, puisque quelque part, ça veut dire que si je suis une équipe qui commence, qui n'a pas encore peut-être la pratique des agents APM ou qui n'a pas l'habitude de déployer des agents d'infra, mais qui a décidé d'aller sur du Kubernetes, eh ben, ils vont appuyer sur le bouton Pixie d'abord. Ils vont appuyer sur le bouton Pixie qui va leur donner cette instrumentation instantanée de tout leur cluster. Et on va être capable de ramener l'instrumentation Pixie dans New Relic One pour visualiser toute cette télémétrie qui est Open Télémétrie dans nos dashboards, dans nos visualisations d'APM, dans nos visualisations Kubernetes, etc. Et puis une fois que les équipes elles ont ça, elles ont fait un saut quantique dans leur visibilité, elles vont pouvoir décider de déployer des agents, de déployer de l'Open Télémétrie, de continuer à instrumenter leur cluster. Une des beautés aussi de Pixie, donc le BPF, c'est la capacité à instrumenter des langages compilés. La plupart des langages qui sont monitorés par l'APM sont des langages interprétés. Donc on va installer un agent qui va venir se poser à côté du runtime du langage, Java, .NET, etc., PHP, Python. Et en fait, on va intercepter le bytecode des transactions exécutées par le runtime. Et c'est comme ça qu'on va comprendre le langage, le code, sans avoir à changer le code. Par contre, si on fait du C, du C++, du Golang, du Rust, tout de suite, c'est plus compliqué puisque ces langages sont compilés, donc on n'a pas de capacité à intercepter le bytecode. Sauf en eBPF, puisqu'en eBPF, on va voir tous les appels réseau, tous les appels système. Donc en fait, Pixie va apporter une autre palette à New Relic, qui est la capacité à aussi instrumenter de façon dynamique des langages compilés. Et ça, c'est très utile si tu vas aussi vers de l'embarqué. Il reste beaucoup d'informatique embarquée dans des véhicules, dans des point of sale, dans toute cette informatique distribuée. Il y a encore beaucoup de C et de C++, et donc, ou du Go maintenant. Et donc, ça sera très pratique aussi. Je reviens d'un point de vue utilisateur. Ouais. La promesse de BPF est très intéressante. Est-ce que parmi tes clients, il n'y en a pas certains quand même qui sont inquiets de faire des scripts si près du noyau et qui soient un peu mitigés sur la technologie BPF? Alors oui, c'est-à-dire que on touche pas au kernel sans soulever des questions du CISO ou, ou du lead engineer qui va dire écoutez les gars, il va d'abord falloir passer par mon bureau avant de jouer avec les machines. Ça c'est très clair. Donc je dirais que pour moi Pixie, c'est pas non plus l'outil que je vais mettre dans les mains du développeur Java qui n'a pas une architecture, qui a pas une connaissance profonde sysadmin de ces architectures Linux. Et il va falloir quelqu'un dans l'entreprise qui va s'approprier, je dirais, cette approche Pixie eBPF. Tout le monde ne saura pas au premier jour déployer des scripts temps réel de collecte de logs dynamiques en eBPF. C'est très évident. Mais je dirais que pour ces équipes avancées, qui sont déjà loin dans leur culture Kubernetes, donc qui ont déjà une compréhension souvent assez fine du comportement de leur infra Linux sous-jacente, bah, ils ont déjà franchi tellement d'étapes en termes de compréhension de leur modèle de sécurité Kubernetes que le BPF pour eux, c'est une étape assez simple à franchir. Même s'il n'en demeure pas moins qu'il y a toutes les questions à valider. Hein, mais moi, je dirais que oui, c'est quand même des équipes qui ont déjà un certain degré de maturité dans ces domaines. Mmh. Alors, BPF, c'est une technologie, BPF elle-même assez ancienne, qui est remise au goût du jour avec eBPF. Ouais. Est-ce que cette interception de tous les syscalls pour avoir de l'observabilité ou de la mutabilité, est-ce que ça n'entraîne pas aussi des problèmes de performance parfois? Alors les sondes de BPF sont très peu gourmandes hein, en interception. Ensuite, l'idée c'est aussi effectivement de déporter toute la partie après exploitation de cette télémétrie. Ce qui est intéressant dans l'approche Pixie en particulier, c'est cet aspect de pouvoir
ne faire aucun sampling de la télémétrie et de le faire de façon dynamique. Donc un use case qu'on observe, c'est, je dirais, le debugging profond temps réel. J'ai une situation qui se développe, je vais créer un script spécifique pour aller chercher des logs en profondeur dans mon architecture. Je vais activer cette collecte de logs pendant les prochaines 15 minutes et après je vais désactiver ce script. Donc c'est vraiment des situations de debugging profond, dynamique. Et après, c'est le fait qu'effectivement toute cette télémétrie va être collectée localement, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera exploitée localement. Après, dans un Pixie, il y a tout un modèle de règles et de machine learning qui va permettre aussi de dire, ben, finalement, si je collecte des dizaines de millions de traces par heure sur un système Kubernetes extrêmement chargé, je ne peux pas envoyer toutes ces traces dans le réseau, mais je vais regarder lesquelles présentent des comportements intéressants pour analyse, que je vais peut-être pousser à un New Relic One. Et puis après, je sais que j'ai toutes les traces, et ce qui fait que si je dois faire du deep dive sur une trace particulière, je vais pouvoir le faire. Donc un peu le meilleur des deux mondes entre remonter le plus de traces intéressantes au sens de l'analyse et du troubleshooting, mais garder toutes les traces au sens de pouvoir analyser toute transaction unitaire pour des besoins spécifiques de debugging. Quand tu parles de traces au sens applicatif un peu, ou alors est-ce que Ouais. c'est les traces du tracing? Ce que j'aimerais savoir en fait, c'est si BPF, ce que ça va t'apporter, c'est quelque chose en plus au niveau du tracing, ou quelque chose en plus au niveau des métriques, quelque chose en plus au niveau des logs, ou les trois, ou deux d'entre eux. Alors, ça va permettre, en fait, les trois. C'est-à-dire, ça va permettre d'aller chercher des stack traces en profondeur et de faire du flame graph, c'est-à-dire d'aller chercher des stacks de comportements qu'on voit évoluer en temps réel dans la plateforme. Donc là, on est sur du stack trace de transactions unitaires. Mais ça va aussi te permettre, grâce à la détection des appels HTTPS entre microservices, de te donner la cartographie des traces distribuées aussi. Donc c'est vraiment, on parle bien de, oui, effectivement, stack trace d'un côté et puis distributed trace de l'autre. Et après, sur la partie log, donc tu peux faire du log forwarding en eBPF, mais tu as aussi cette capacité de collecte dynamique de log pour du debugging profond que très très peu de solutions de logging t'offrent. En général, le logging, c'est quelque chose qui a été pensé, imaginé par un développeur au moment où il développait son code. Et donc là, tu peux pousser encore plus cette logique de dire, je vais aller chercher des logs auxquels on n'a pas pensé au moment où on a créé le code, en quelque sorte. Et donc, c'est un peu comme les événements APM et le monitoring, quoi. C'est le même degré de... Voilà, donc effectivement, ça va te fournir les trois. Comme c'est une technologie qui est relativement jeune dans cet emploi, c'est beaucoup de belles promesses. Du coup, dernière question, je ne sais pas si tu peux évoquer un peu, parce que tu l'as dit que c'est une entreprise qui est cotée en bourse, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de la roadmap? Si elle est publique, bien évidemment. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on a annoncées récemment, puis je peux peut-être parler d'un certain nombre de directions, puis un certain nombre de choses que je serais obligé d'attendre. Donc, côté New Relic, il y a 4 grands axes de développement chez nous. Il y a un premier axe qui est nous pensons que la télémétrie reste utilisée aujourd'hui essentiellement dans le champ de l'IT Ops, c'est-à-dire du troubleshooting et l'analyse de problèmes. Ça reste, je dirais, le champ historique de la télémétrie. Et ce que nous voyons, c'est que les entreprises qui l'utilisent le mieux sont passées à autre chose. Elles utilisent la télémétrie en amont dans toute la partie release management, mesurer la performance de leur release et réaliser du code de qualité et qui va performer. Et puis la partie, je dirais, feedback loop business, qui est, une fois que j'ai déployé du code, quelle est la contribution business qu'il m'amène et d'expérience client. Donc ce qu'on voit, c'est que New Relic va continuer d'étendre le cycle de vie de la télémétrie pour l'amener plus près du développeur et des équipes produits pour qu'ils développent du code de meilleure qualité et plus performant d'un point de vue business. Et pas juste au moment où ils ont des problèmes. Et donc on a plein de clients qui le font déjà, si tu veux, qui utilisent, mais on va étendre ça. L'idée, c'est peut-être que demain, il soit logique pour un développeur de se servir de New Relic tous les jours,
pour écrire du code de qualité, avoir du feedback de son code très très tôt dans le cycle de dev, mais aussi que les équipes produits puissent mesurer l'impact de ce code du point de vue business. D'un point de vue plus technique, on a 4 grands axes. Tout ce qui est ce que j'appelle l'instrumentation sans friction. Donc, on ne fait aucun secret que l'architecture New Relic va vers l'open télémétrie. On a fait don de Pixie au CNCF. On est devenu Platinum Member et Board Member du CNCF. Et l'architecture sous-jacente de New Relic, et maintenant tous nos agents sont open source, et l'architecture va vers W3C, l'open télémétrie, de façon très claire. Dans ce domaine de l'instrumentation, on a aussi récemment lancé le projet Virtuoso, qui est l'idée que on va pouvoir très facilement découvrir, installer en une seule ligne, philosophie Pixie, l'installation en une seule ligne d'un premier agent qui va faire de la découverte automatisée, de la recommandation d'install, qui va identifier toutes les intégrations nécessaires pour le middleware, le code qui tourne, et proposer une instrumentation extrêmement simple de tout ça. Les logs, on offre de plus en plus de moyens de collecter des logs. Et puis on a rajouté le réseau récemment, pas avec l'idée, en partenariat avec Kentic. On a annoncé un produit qui arrivera en fait fin août, début septembre, qui est la capacité de faire du network performance monitoring. Mais on ne va pas chercher à créer un outil de NPM. Il y en a déjà sur le marché. Kentic le fait très bien en mode SaaS, donc ça nous plaît. L'idée pour nous, c'est ce que j'appelle la levée de doute. On veut mettre à la dispo des développeurs, des SRE, des IT Ops, toute la télémétrie réseau dans le contexte de leur architecture logicielle. Et donc, ils vont avoir les mêmes visualisations, la même architecture d'alerting, la même visualisation des entités et comment elles parlent au travers du réseau pour être capable de faire de la levée de doute extrêmement rapide. Parce que moi, je sais que tous les développeurs de la Terre se posent d'abord la question, est-ce que c'est le réseau avant de se poser la question sur leur code, n'est-ce pas? Et donc là, l'idée, c'est de leur amener une instrumentation, une visualisation des données très simple qui va permettre de faire ça. Donc ça, c'est plutôt sur la partie instrumentation. Sur la partie exploration et troubleshooting, je t'ai parlé tout à l'heure de ces vues qui couvrent l'ensemble du système et qui montrent le comportement dynamique de l'ensemble du système. Et on a complété ce changement de philosophie par une nouvelle offre qui s'appelle Error Inbox, qui est en fait la centralisation des erreurs pour une équipe sur ce qu'on appelle l'ensemble de ces workloads. Donc dans New Relic, on peut créer des workloads. Ça permet de regrouper logiquement toutes les entités d'un bout d'architecture. Donc si tu as l'équipe front, tu pourras reprendre très facilement toutes les composantes de ton architecture front. Tu vas appeler ça front workload. Et on a créé l'error inbox qui va te permettre de centraliser toutes les erreurs qui se produisent dans l'ensemble de ce workload. Ça va permettre aux équipes de collaborer dessus, de s'assigner les erreurs, de les résoudre, de les réassigner à d'autres équipes, de les escalader au travers de leurs canaux de communication standard. Donc c'est la même philosophie. On s'éloigne du bottom-up, on s'éloigne de je démarre par l'APM ou par l'infra, je démarre par une vue de la santé globale de mon système, et c'est de là que je pars pour résoudre des incidents ou des problèmes. On a lancé très récemment l'analyse de logs, la détection de patterns dans les logs. Alors ça, c'est grâce au machine learning. On est capable d'écouter tous les logs et on est capable d'écouter des millions d'entrées de logs, des dizaines de millions d'entrées, et de détecter dans ces dizaines de millions d'entrées des patterns. Et donc de restituer à un développeur le fait que ces logs racontent une histoire. Quels sont ces patterns? Combien de fois ils se produisent? Quand est-ce qu'ils se produisent? À quel endroit de leur architecture ils se produisent? Et donc, on donne du sens aux logs. On a comme si on avait un lecteur qui passait sa vie à les analyser pour dire finalement, voilà, dans tes logs, c'est ça qui se passe, et aussi faire de la détection d'anomalies sur les logs. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et puis, on a rajouté très récemment, qui va s'étendre dans toute la plateforme, une nouvelle vue topologique qui va permettre de donner des informations extrêmement précises et précieuses en matière de comment les entités sont reliées entre elles, comment elles dépendent les unes des autres, et de façon extrêmement visuelle, donner l'état d'une architecture pour la comprendre, l'analyser, la troubleshooter, mais aussi, je dirais, faire du zoom in, zoom out comme Google Earth
pourras partir de la Terre entière et puis zoomer à l'infini dans ton architecture. Et puis après, il y a d'autres choses. On est en train de refondre toute notre expérience de tracing, justement, distributed tracing et d'infrastructure. Mais ça, je préfère qu'on en parle dans quelques temps. Ok, très très cool. Voilà, et puis en dernier, peut-être au milieu de tout ça, une des architectures, une des choses qu'on regarde, c'est qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui commencent à faire du machine learning. Et le machine learning, ça change la façon de faire du dev, puisque tu fais plus du DevOps, tu fais du ML DevOps, et tu as besoin d'un data pipeline qui doit nourrir tes modèles. Tu vas ensuite former tes modèles, et puis ensuite tu vas déployer tes modèles. Donc tu as besoin de faire du data ops, du model ops et du ML DevOps. Et aujourd'hui, il y a un peu un trou, je dirais, et au fur et à mesure que ce ML devient de plus en plus important dans les stacks logiciels, il faut pouvoir observer tout ça. Et donc ça, ce sont des choses qu'on est en train de développer en ce moment, qui permettra à une équipe qui fait du ML de monitorer et de comprendre l'ensemble de son cycle de dev ML. Ok, c'est super cool. Craig, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci beaucoup Stéphane, ça a été un plaisir, et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Vous pouvez retrouver Grégory sur LinkedIn et New Relic sur newrelic.com. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.